Salut camarades! Aujourd'hui, Movie Historique, ce sera sur Le Dernier Samouraï, un film d'Edward Zwick sorti en 2003 avec Tom Cruise et Ken Watanabe, et qui est loin, très loin d'être une pure fiction. Le film commence en 1876 et nous présente Nathan Algren, un bon gros vétéran des guerres indiennes qui s'imbibe pour oublier les saloperies qu'on lui a fait commettre pendant les dites guerres. On lui propose le job bien payé d'aller former une armée moderne dans le Japon tout neuf de l'ère Meiji, afin de réprimer dans le sang une rébellion d'un chef de tribu local. Mais il s'avère que ces soldats sont vraiment des brêles. À tel point qu'ils se font tous généreusement poutrer la gueule par ledit chef de tribu lors de la première bataille et que le chef de tribu décide de capturer Algren, qui s'est battu comme un lion, enfin plutôt comme un tigre. Ce fameux chef, c'est Katsumoto, un samouraï qui se dit au service de l'empereur et qui veut défendre les valeurs traditionnelles du Japon face aux villes capitalistes. Algren, nourri, logé et vêtu, se plaît bien avec eux et nous fait un gros syndrome de Stockholm, allant jusqu'à apprendre aux gosses à jouer au baseball avec un bokken, ou encore à apprendre le kendo, l'art traditionnel du sabre, parce qu'effectivement il faut bien s'occuper dans un village traditionnel, et il pousse même le vice jusqu'à tomber amoureux de la femme d'un des hommes qu'il a tué pendant sa capture. Chez qui il vit? Gros squatteur. Et ayant enfin trouvé la paix intérieure, il se bat à leur côté contre le vil pouvoir impérial, industriel et capitaliste qui veut mettre un terme à ce Japon passéiste, traditionnel et féodal. Alors il y a des bases. Pas forcément du vrai, mais il y a des bases. Pour le personnage d'Algren d'abord, et pour la révolte des samouraïs ensuite. Petite contextualisation des familles. Le Japon vit sous le contrôle total du shogunat Tokugawa depuis 1603. Il vit d'ailleurs totalement en autarcie depuis qu'au XVIIe siècle, le shogun Tokugawa Iemitsu a mis en place le sakoku, un édit qui signifie fermeture du pays. C'est assez clair. Vivant ainsi fermé sur lui-même, il est resté bloqué sur un modèle féodal, que dirige le shogun pour l'empereur. Alors qu'est-ce que c'est shogun? Le shogun, il exerce le pouvoir militaire et temporel pour le compte de l'empereur qui lui représente le pouvoir religieux et traditionnel. Pour résumer, le shogun dirige tout tandis que l'empereur n'est plus qu'une marionnette. Et à côté de ça, on a les samouraïs. Mais les samouraïs du 19e siècle n'ont pas grand chose à voir avec leurs gros et braves badass d'ancêtres qui combattaient pendant le Sengoku Jidai, une sorte de grosse guerre civile du 15e-16e siècle. Ils sont devenus, vu que le pays est unifié, plus tellement habitués au combat, et ce sont essentiellement des bureaucrates, des marchands ou ce genre de trucs. Si vous voulez, c'est un petit peu comme nos aristocrates poudrés du 18e siècle par rapport à nos seigneurs médiévaux. Et au milieu de tout ça surgissent un jour, un beau matin, les bateaux énormes américains du Commodore Perry qui viennent imposer le monde occidental sur les braves faces toutes plates de nos nippons préférés. Commençons par les rapports américano-japonais et par le personnage d'Algren. Alors effectivement, le Japon a bien acheté des armes aux États-Unis, mais il n'a pas eu le choix, donc les ricains ils n'ont pas eu à négocier comme dans le film. Ensuite, le Japon a bien fait venir de partout des spécialistes divers pour se moderniser. Mais jamais ils ont fait appel à des spécialistes militaires américains. Bah non! Ils ont fait appel à qui? Bah aux plus braves, c'est-à-dire nous, les Français. Bon enfin, casse-toi oncle Sam. Oui, il faut savoir qu'on a longtemps été considérés comme très puissants militairement, notamment par les ricains eux-mêmes après la Première Guerre mondiale, qui nous qualifiaient de meilleure armée du monde. Après ça s'est gâté, oui certes. Revenons à nos shoguns. Le shogun Tokugawa Yoshinobu a donc fait venir en 1866 des militaires français, et parmi eux le lieutenant Jules Brunet, spécialiste de l'artillerie. Alors Julot, c'est lui, Algren, et il va super bien s'entendre avec les Nippons. Il apprécie leur droiture, leur sens de l'honneur, etc. Et c'est réciproque. Donc il devient super pote avec les samouraïs du shogun. Sauf que celui-ci, éminemment critiqué, abdique en 1867 en même temps qu'éclate la guerre du Boshin, de 1867 à 1869. Pourquoi la guerre? Parce que les samouraïs sont furax devant ce que fait Tokugawa Yoshinobu, le shogun. Pas parce qu'il risque de moderniser le pays, ça c'est pas grave, mais plutôt parce qu'il se laisse marcher sur les pieds par les occidentaux, et qu'il met le Japon en péril. Le côté toi, homme singe en robe, donnez-moi minerai, sinon moi remettre du relief sur ta face avec grosse canonnière toute neuve, mauvaise magie. Ils vont donc chercher à foutre le shogun dehors et à remettre au premier plan l'empereur, Meiji, Mutsuhito, pour pouvoir le manipuler eux-mêmes. Ça reste un pion, c'est le nippion, et ce sera le début de l'ère Meiji. Les troupes shogunales se prennent branlée sur branlée face aux loyalistes, à tel point qu'en France, on juge plus prudent de rapatrier les officiers envoyés avant qu'ils se fassent découper. Et littéralement. Sauf que Brunet, il refuse d'abandonner ses nouveaux copains. Alors il démissionne. Et sa démission, elle est refusée. Mais il s'en fout, il reste quand même avec ses nouveaux frères d'armes. Et ceux-ci refusent d'arrêter le combat, et donc pour ça vont se réunir à Hokkaido, en décembre 1868, pour former la République d'Ezo. Alors Brunet et quelques autres officiers français viennent faire mumuse avec eux, et Julot devient même conseiller militaire du ministère de la Guerre.
jusqu'à ce que les loyalistes débarquent et butent cette belle chimère dans l'œuf. Les Français sont récupérés in extremis et se font officiellement taper sur les doigts pour complaire aux autorités japonaises. En fait, il en est rien, hein. Brunei participera à la guerre de 70, à la répression de la Commune. Merci Julot, c'est très gentil de ta part. Et enfin, il finira général. Il sera même décoré grand officier du Mikado. Et ça n'a rien à voir avec un jeu d'une boîte d'épingles, ce genre de conneries. Enfin bref. Donc on est loin, on est quand même très loin du vétéran américain alcoolique torturé par ce qu'il a fait sous les ordres du méchant Custer et qui erre sans but dans ce monde de brutes. Brut. Ouais. Pour le reste du film, Edward Zwick s'est inspiré de la révolte de Satsuma en 1877. Satsuma, c'est une province du sud-ouest de l'île de Kyushu, donc du sud-ouest du Japon. C'est donc très historiquement une région très à part et beaucoup plus indépendante que les autres. Et c'est de Satsuma qu'est partie une bonne grosse partie des samouraïs voulant taper sur le shogun pendant la guerre du Boshin. Et parmi eux, certains se sont trouvés ensuite à taffer pour le nouveau gouvernement. Et en taffant pour le gouvernement, ils ont jugé bon de sucrer progressivement tous les privilèges de la caste des samouraïs, à savoir les revenus, les terres, le port du sabre, etc. Pour pouvoir unifier, moderniser et enrichir le pays. Mais ça n'a pas fait super zizir non plus aux autres samouraïs, qui pensaient qu'en soutenant la restauration de l'empereur, on leur foutrait la paix et on préserverait leurs privilèges et leurs traditions. Ce qui n'a pas tellement eu lieu. Et en plus de ça, le gouvernement continue à dealer avec les étrangers. Donc si on fait le bilan du point de vue des samouraïs de Satsuma, c'est encore pire que du temps du shogun. Donc ils ont les boules. Le personnage de Katsumoto est inspiré d'un d'entre eux, Saigo Takamori, un samouraï de Satsuma d'origine vachement modeste. Il a d'abord été conseiller de son daimyo, c'est-à-dire de son seigneur, pas mal en tout cas. Ensuite, il a combattu le shogun pendant les guerres du Boshin, et en juillet 1871, il devient conseiller du nouveau gouvernement. Et à ce moment-là, il est l'un des 3 hommes les plus influents du Japon. Ce qui pour un mec d'origine modeste est quand même vachement bien. Alors il a toujours cherché, dans tout ce qu'il a fait, tout, à servir l'empereur et à travers lui son pays. Homme vertueux, droit et simple, cherchant toujours à favoriser l'armée et les traditions pour virer les barbares plutôt que de développer le reste du pays, il n'est souvent pas d'accord avec ses petits camarades du gouvernement. À tel point qu'à force de se faire recaler sans cesse, en 1873, il quitte le gouvernement et il part bouder à Kagoshima, sa ville natale, dans la province de Satsuma. Pendant que les samouraïs se vénèrent de plus en plus parce que leurs petits homologues du gouvernement les dépouillent lentement mais sûrement, Saigo mène sa petite existence, à la fraîche, tranquillou. Il chasse, il pêche, il se fait des sandales en paille, et il ouvre une école pour les jeunes samouraïs où on apprend aussi bien les classiques que les techniques modernes. Et cette académie, le Shigako, se développe de plus en plus. Et l'aura de Saigo, qui est déjà une légende, ne cesse de croître. Pendant ce temps-là, le gouverneur de Satsuma, lui, non content de ne pas appliquer les directives du gouvernement, il propose de l'aide à tous les samouraïs qui n'ont plus ni rente ni emploi en leur fournissant du taf dans sa propre administration. Une sorte de pôle emploi nippon, si vous préférez. Satsuma devient comme ça de plus en plus indépendante par rapport au pouvoir impérial, qui du coup balise grave et fout la merde. Le gouvernement envoie donc en décembre 1876 des espions. Alors pas forcément des ninjas, mais en tout cas des brels, qui sont chopés et torturés. La torture c'est une très grande tradition japonaise, mais je vous mettrai pas d'illustration. Enfin bref, ils sont chopés, ils sont torturés, et ils avouent que leur mission c'est de tuer Saigo, ce qui reste à prouver. Mais en tout cas, si c'était le cas, il n'aurait sûrement pas fait comme dans le film, c'est-à-dire quand la cible est entourée de tous ses gardes, au milieu d'une foule, qui a des yeux braqués sur elle. C'est un petit peu con. Spectaculaire, mais con. Alors les samouraïs locaux, qui avaient déjà bien la rage de s'être tout fait piquer et de voir le gouvernement venir s'occuper de leurs affaires dans leur domaine, saisissent ce prétexte pour entrer en rébellion, officiellement pour défendre Saigo, qui est toujours en train de se faire sa paire de sandales de paille, là, tranquillement. Et une fois qu'il a fini sa paire de sandales de paille, Saigo accepte de prendre la tête de la révolte. Et il décide de partir début février 1877 pour la capitale, histoire de discuter un peu avec le gouvernement pour me comprendre. Mais gentiment, hein. Il part avec une escorte qui fait quoi? 15 000 hommes, armés jusqu'aux dents, qui va s'agrandir en chemin. Mais c'est pas bien grave, pourquoi? Parce qu'il met son uniforme officiel. Dans les règles, le mec, pas de souci. Évidemment, l'armée impériale est envoyée à leur rencontre. Ensuite,
Il y a eu une série de plus ou moins grosses batailles et escarmouches, dont les deux plus grosses sont Kumamoto d'abord, qui est un gros château du XVIIe siècle tenu par les impériaux, puis la bataille de Tabaruzaka ensuite. Les deux vont être perdus par Saigo, qui, faut l'avouer, ne brille pas des masses pour un ex-conseiller militaire. Mais en même temps, il le dit lui-même, il cherche plutôt une belle occasion de mourir, plutôt qu'à renverser le pouvoir. Et ça tombe bien! Le 24 septembre 1877 a lieu l'ultime bataille de Shiroyama, qui oppose 30 000 soldats impériaux aux 500 derniers rebelles. Et non, on pense pas du tout aux mêmes impériaux et aux mêmes rebelles. Toujours est-il que les hommes de Saigo vont mourir tous dans une dernière grande charge héroïque, sabre au clair, ou bien comme Saigo lui-même, blessés en mettant fin à leur jour par seppuku. Harakiri, si vous préférez. Sauf que l'autopsie de Saigo a révélé qu'il n'y avait aucune trace de seppuku. On lui a juste fait l'étape 2, la décapitation. Enfin bref, je clash. Mais il faut reconnaître que Saigo, c'est un grand héros. C'est un modèle de valeur et de noblesse. L'empereur lui-même, quelques années plus tard, a été obligé de le réhabiliter parce que sa popularité ne cessait de croître. Et aujourd'hui encore, il est considéré comme un très grand héros populaire, comme un modèle, luttant pour son empereur, son pays, ses valeurs. Le film montre tout ça comme la révolte d'un tout petit clan facilement réprimé. Pour rajouter une couche d'héroïsme, c'est vrai que c'est vachement classe, le côté poignée d'irréductibles passionnés face aux hordes automatisées du pouvoir industriel. Mais ce qu'on appelle révolte de Satsuma, les Japonais appellent ça la guerre du Sud-Ouest, ce qui donne une vague idée de l'ampleur du conflit. Et le premier qui fait un jeu de mots entre conflit et Sud-Ouest, je lui tape dessus. Le gouvernement a vraiment eu peur. Il sait très bien que s'il est en place à ce moment-là, c'est grâce à ce même genre de révolte venu du même endroit. Alors il a mis en place des moyens énormes pour contrer les rebelles, allant jusqu'à mobiliser les flics. Et il se l'a tellement investi qu'il s'est endetté pour des années. C'est sûr qu'avec tout ça, on est très loin des 30 gonzes en armure qui se font rataler la gueule en 5 minutes par une sulfateuse. Mais en même temps, fallait choisir. Et le côté gros industriel enrichi ressemblant à un cochon à moustache qui dicte le pouvoir à un jeune empereur tout faible et palichon pour se venger d'une classe sociale supérieure en plein déclin, c'est ridicule. Les industriels n'avaient rien à voir avec le pouvoir, ce sont les samouraïs qui dirigent, point barre. Et puis l'empereur, c'est un dieu vivant, le commun des mortels ne le voit pas comme ça. Alors quand à la fin, Algren entre en mode « Bonjour, excusez-moi, j'ai un colis pour vous, veuillez signer là s'il vous plaît, éventuellement, est-ce que vous aurez quelque chose pour les étrennes de Noël ?» Merde. Alors, faut bien reconnaître que ce film est super classe, mais il faut remettre les choses à leur place. S'ils se révoltent en 1877, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les réformes du gouvernement, et surtout avec le fait que celui-ci vienne ingérer dans leurs affaires de leur domaine, dans lequel ils entendent bien, vu qu'ils se sentent indépendants depuis près de 6 siècles, vivre comme ils l'entendent, à l'ancienne. Ils se battent par chauvinisme et par intérêt, pas que parce qu'ils ne peuvent plus blairer le manque d'idéal de cette nouvelle société capitaliste, incapable de saisir la beauté furtive d'une goutte de thé dans une tasse de porcelaine par un matin embrumé d'automne. Non, il y a un moment, ils se battent parce qu'ils n'ont plus leur mot à dire, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne sont plus de la partie, et parce qu'ils n'ont plus de privilèges. Ce sont des aristocrates qui luttent, comme chez nous en 1789. C'est les mêmes, ce sont des hommes avant tout qui se battent pour leurs privilèges, pour leurs intérêts. Faut arrêter avec le mythe du samouraï qui ne pense qu'à son sabre et à ses ancêtres. La tradition, chez eux, ça n'a rien de figé. Si, pour gagner, ils doivent utiliser des armes modernes, ils le feront. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait. S'ils ont fini par se battre uniquement au sabre et à l'arc, c'est parce qu'ils avaient plus de munitions. Faut pas chercher beaucoup plus loin. Leurs traditions, si vous voulez, leurs valeurs, ils les conservent, mais ils les adaptent. Ils les adaptent. Et c'est ça la grande force du Japon, sa capacité extraordinaire d'adaptation. Quand le mousquet portugais est introduit au Japon en 1543, les samouraïs l'adoptent tout de suite et en produisent 20 fois plus que tout ce qu'il y avait de mousquets en Europe au même moment. Et de la même manière, c'est le premier pays non occidental à s'élever au rang des premières puissances mondiales en rattrapant près de 3 à 4 siècles de retard en moins de 50 ans. Et ça n'aurait pas été possible s'ils avaient passé leur temps à fixer une fleur de cerisier pendant des heures. Le verdict. Malgré son romantisme, malgré son idéalisation des samouraïs, ce film est quand même vachement bien. Effectivement, on est plus dans du Dumas que dans l'histoire pure et dure, mais c'est pas bien grave. Le film est bien monté, il y a de jolis moments paisibles, donc ce n'est pas que de la violence, ce qui est assez récurrent dans les blockbusters américains. Les moments du quotidien traditionnel japonais sont plutôt bien filmés, plutôt bien respectés. Le film ne véhicule pas non plus trop de conneries, sauf au niveau des dates où effectivement, en 1876, ça fait longtemps que l'armée impériale n'était plus composée de brels pareils. Donc voilà, si vous voulez, il y a plein de petites erreurs dont on aurait pu parler, mais qui sont loin d'être majeures. Sauf une.
On ne devient pas 7e dan de kendo en 6 mois de pratique. C'est impossible. Et pour ce que j'ai évoqué de plus gros, à savoir la révolte de Satsuma et Jules Brunet, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des partis pris. Le réalisateur Edward Zwick, dont le nom me rappelle la vélocité de la savonnette fuyant dans les bains-douches de notre bon système carcéral, a étudié de près le sujet avant de faire son film, et donc il connaît le sujet aussi bien que moi. Sauf qu'il a délibérément changé les noms et les dates pour faire se croiser ces deux histoires. Et il justifie très bien la vision romancée du samouraï qu'il véhicule en disant que le samouraï, c'est un autre type de cow-boy solitaire adoré du grand public. Et que l'immense Kurosawa lui-même aimait s'inspirer des westerns américains, de leur ambiance, pour ses propres films. D'ailleurs, le processus s'inversait aussi. Les 7 samouraïs sont devenus ensuite les 7 mercenaires. Yojimbo, le garde du corps, est devenu pour une poignée de dollars. Enfin, voilà. Tout ça, ça se justifie très bien. Le reproche que j'aimerais faire à ce film, c'est d'avoir américanisé l'histoire pour faire plus d'audience aux States. Réécrire l'histoire pour véhiculer plein de valeurs, de morale, de principes, d'héroïsme, d'honneur, c'est bien. Réécrire l'histoire pour se faire plus de bif, c'est con. Mais en même temps, comme les samouraïs, Edward Zwick, c'est avant tout un homme. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des envies, des avis, des questions, des remarques, faites-m'en part dans les commentaires. Et pour tout ce qui est pouce dans tous les sens, partage, abonnement, Facebook, Twitter, bibliographie, tout est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de bouffer de la culture et de l'histoire afin que le temps n'abolisse pas le souvenir des actions des hommes. Camarades, salut!